La vermifugation. Toute personne qui pratique l'équitation ou qui possède des chevaux sait plus ou moins comment ça fonctionne et pourquoi c'est important. J'ai voulu faire une synthèse des connaissances actuelles qui soit plus précise que vermifuger, c'est important. Demandez conseil à votre véto. Et un peu plus accessible que les lactones macrocycliques, qui activent les canaux chlorure glutamate dépendants des invertébrés, entraînent une hyperpolarisation de la cellule nerveuse ou musculaire et conduisent à une paralysie flasque du nématode. Pour cette vidéo, je me suis appuyée sur la documentation de l'IFCE et sur d'autres recommandations fiables que vous retrouverez toutes en barre d'infos. Alors accrochez-vous, il va y avoir pas mal d'informations. Mais si vous voulez mieux comprendre les bonnes pratiques de la vermifugation, cette vidéo est faite pour vous. Avant de comprendre comment vermifuger son cheval, cherchons à savoir quels sont les ennemis à éliminer. Les parasites digestifs. On retrouve principalement les petits strongles, les gastérophiles, les ténias, les oxyures, les grands strongles. Et chez les poulains, les ascarides et les anguillules. Et pour les ânes et les équidés qui vivent avec eux, les dictiocoles. Et surtout pour ceux vivant avec les ruminants, les grandes douves et les trichostrongles. Comment tous ces parasites infectent-ils les chevaux ? Dans l'herbe où vont pâturer les chevaux, il y a des larves de parasites, ou des œufs larvaires pour les ascarides, mais bon, globalement c'est la même chose. Les chevaux vont ingérer ces larves en broutant. Certaines larves vont migrer vers d'autres organes. Ensuite, dans les intestins du cheval, les larves évoluent en forme adulte et se reproduisent. Les femelles pondent alors des œufs qui seront évacués par les crotins. Les œufs se retrouvent donc dans les pâtures des chevaux et vont ensuite évoluer en larves et le cycle se répète. Pour les gastérophiles, c'est un peu différent, puisque la forme adulte est un insecte qui évolue à l'extérieur du cheval. Il pond des œufs sur les poils des chevaux qui les ingèrent en se grattant avec les dents ou en se léchant. Les œufs se développent ensuite en larves et se fixent dans le tube digestif avant de sortir via les crotins, toujours sous forme larvaire. Tous les chevaux vivent avec plus ou moins de parasites internes. Un cheval en bonne santé est en équilibre avec ses parasites. Mais les choses se compliquent lorsque le cheval est fortement infesté. Les chevaux domestiques vivent dans un espace assez réduit par rapport à la vie sauvage, ce qui favorise les infestations fortes de parasites. Dans ce cas, ils peuvent présenter des signes cliniques, mais ce n'est pas systématique, et ces symptômes peuvent parfois être très forts ou au contraire passer presque inaperçus. Mais attention, ce n'est pas parce que votre cheval est en colique qu'il faut en conclure qu'il est infesté par des grands strongles. Pour chaque symptôme, il y a une multitude de pathologies possibles et ce sera à votre vétérinaire d'en déterminer la cause. Pour éviter ces pathologies, pendant des décennies, les chevaux ont été vermifugés de manière systématique, souvent 4 fois par année, sans même savoir s'ils étaient vraiment porteurs de parasites. Ce n'est que dans les années 2000 que les scientifiques ont commencé à tirer la sonnette d'alarme sur les résistances aux traitements utilisés. Depuis, les vétérinaires recommandent une vermifugation raisonnée, basée sur le taux d'infestation du cheval. Mais comment savoir à quel point son cheval est infesté par des parasites ? On peut obtenir des résultats grâce à la coproscopie. La coproscopie, comment ça fonctionne ? Vous prenez un échantillon de crottin, entre 2 et 4 boules de crottin frais, et vous les envoyez à votre vétérinaire ou en laboratoire. Des professionnels vont compter le nombre d'œufs pour 1 gramme de crottin. Lorsqu'il y a moins de 200 œufs par gramme de crottin, abrégé OPG, il n'est pas nécessaire de vermifuger le cheval car il n'est pas fortement infesté. Lorsqu'il y a entre 200 et 500 OPG, il faut déterminer avec le vétérinaire s'il faut vermifuger. Certains chevaux supportent des taux d'infestation plus élevés, tandis que d'autres non. Cela dépend de l'état général du cheval, de son âge, des conditions de pâturage et de ses antécédents. Quand il y a plus de 500 OPG, il est vivement recommandé de vermifuger. Mais peut-on observer les œufs de tous les parasites de cette manière ? Non. Voici ceux qui sont observables. Les ascaris, présents et dangereux surtout chez les jeunes chevaux. Les strongles. Il est impossible de différencier les petits des grands strongles au microscope, mais on estime que 99% de ces œufs sont ceux des petits strongles. Mais attention, les larves de petits strongles peuvent s'enquister dans les parois de l'intestin. Elles font une sorte d'hibernation et ressortent en masse à la fin de l'hiver, début du printemps, ou si les adultes ont été éliminés par un vermifuge, et peuvent causer de graves problèmes, comme des ulcères et des diarrhées graves qui peuvent être mortelles. Ces larves enquistées sont plus susceptibles d'apparaître et sont plus risquées chez les jeunes chevaux de moins de 7 ans.
mais elles ne sont pas détectables par coproscopie. Les ténias. Le problème, c'est que l'excrétion des œufs de ténia est intermittente, donc il est possible que le résultat d'analyse montre qu'il n'y ait pas d'œufs de ténia dans le crottin, mais ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas dans les intestins du cheval. Il faut observer le résultat de tous les chevaux qui vivent ensemble, et si plusieurs montrent des œufs de ténia, c'est qu'ils sont probablement tous infectés. La coproscopie ne permet pas non plus de détecter les gastérophiles ni les oxyures. Il existe d'autres examens qui permettent de détecter l'infestation des parasites internes chez le cheval, mais ils sont souvent beaucoup plus onéreux et pas très applicables pour des contrôles fréquents. Mais d'où viennent ces chiffres? Quelles études montrent qu'à partir de 500 œufs, il faut vermifuger? Aucune. À l'heure actuelle, je n'ai trouvé aucune étude qui compare le taux d'infestation par des parasites internes chez le cheval avec des problèmes de santé. Ces chiffres ont été obtenus par observation empirique, c'est-à-dire que les vétérinaires ont constaté, sur le terrain, que les chevaux développaient des problèmes de santé presque systématiquement en dépassant le seuil des 500 OPG. Ils ont aussi constaté qu'en dessous de 200 OPG, il n'y avait pas de risque. Voilà comment s'est construite cette échelle d'OPG. Donc il n'est pas impossible que votre cheval excrète plus de 500 OPG et que vous ayez l'impression qu'il est en parfaite santé. Mais je ne peux que vous conseiller de faire très attention et de vérifier de ne pas être dans le déni. J'ai personnellement déjà rencontré une propriétaire dont ses juments avaient autour des 1000 OPG et qui affirmait que ses chevaux allaient très bien. Pourtant, les juments se montraient très agressives lors du sanglage ou lorsqu'on s'approchait de leur flanc, une réaction très typique des ulcères gastriques. Mais la propriétaire était persuadée que ces signes d'agressivité faisaient partie du caractère de ses chevaux et n'étaient pas un problème de santé. Sauf qu'elle n'avait pas fait de gastroscopie, le seul examen qui permet de confirmer ou d'écarter les ulcères. Entre parenthèses, beaucoup de propriétaires sous-estiment les signes de douleur des juments en les mettant sur le compte de leur caractère bien trempé, mais ce serait l'objet d'une autre vidéo, évitons de nous éparpiller ici. Alors, certes, les parasites internes provoquent rarement des ulcères gastriques, mais ils sont un facteur aggravant et ils peuvent également provoquer d'autres problèmes intestinaux. Donc laisser un cheval avec autant d'OPG alors qu'il présente des signes de douleur, c'est de mon point de vue limite de la maltraitance. Mais en plus, de nombreux équidés souffrent d'ulcères sans présenter de signes cliniques. Donc le fait que votre cheval n'exprime aucune douleur ne signifie pas qu'il ne souffre pas. Et là, je ne vous parle que d'un symptôme, mais on a vu précédemment que les parasites internes peuvent en provoquer plein d'autres. Se baser uniquement sur les symptômes visibles, ce n'est vraiment pas recommandé pour évaluer l'état de santé de votre cheval. Et attendre de voir des signes cliniques très marqués peut être trop tard pour donner un traitement approprié sans créer de lourds effets secondaires. Je vous invite donc vraiment à suivre les recommandations de votre vétérinaire et à vermifuger vos chevaux en conséquence. De plus, un autre problème s'ajoute. Imaginons, votre cheval excrète plus de 500 OPG, mais il est en très bonne santé et tous les tests le confirment. Vraiment, pour lui, 500 OPG, c'est ok. Quel en est l'impact pour les pâtures qu'il utilise ? Le but du vermifuge n'est pas tant de réduire le nombre de vers qu'il a dans les intestins que le nombre d'œufs qu'il va excréter. S'il continue d'excréter beaucoup d'œufs, il va infecter les pâtures qui vont infecter les autres chevaux qui s'y trouvent. Et ces autres chevaux ne supporteront probablement pas une infestation aussi élevée. Donc vermifuger son cheval, c'est un peu comme le vacciner. C'est bien pour lui, mais ça protège aussi les autres. Alors finalement, qu'est-ce que ça nous indique ces coproscopies ? Elles vont nous informer si notre cheval est un excréteur faible ou modéré, ou au contraire, s'il est un fort excréteur. La première année, il est recommandé de faire 3 coproscopies, une au printemps, une en été et une en automne. Puis 2 coproscopies la deuxième année pour avoir des résultats fiables. En principe, s'il n'a pas de changement d'hébergement, le cheval garde son statut d'excréteur durant toute sa vie d'adulte, donc les coproscopies peuvent être réduites. Statistiquement, entre 70 et 80% des chevaux sont des excréteurs faibles ou modérés et nécessitent d'être vermifugés 1 à 2 fois par an. Entre 20 et 30% des chevaux sont des forts excréteurs et doivent être vermifugés 3 ou 4 fois par an. Environ 6% des chevaux ne sont pas stables, parfois faibles, parfois forts excréteurs, donc il faut s'adapter aux résultats des coproscopies. En résumé, il est conseillé de vermifuger tous les équidés en automne contre les ténias et les petits strongles. Au printemps et en été, il faut s'adapter en fonction du statut du cheval. Les chevaux de moins de 3 ans doivent être vermifugés systématiquement. Leur système immunitaire n'est pas encore capable de gérer les parasites. Dans tous les cas, c'est le vétérinaire qui prévoira un protocole qui correspond à votre équidé et à l'écurie où il vit. Maintenant qu'on sait qu'il est important de vermifuger son cheval, quel vermifuge choisir ? Évidemment, c'est votre vétérinaire qui vous proposera le vermifuge le plus adapté.
Mais si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques explications supplémentaires. Sur le marché, il existe de nombreux vermifuges. Chacun appartient à une famille chimique au nom assez compliqué. Je vous les affiche à l'écran pour votre culture, mais ne paniquez pas, il n'y a pas besoin de les retenir pour comprendre la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque famille a un moyen différent d'éliminer les vers. L'une en paralysant leurs nerfs, une autre leurs muscles, ou encore en détruisant leurs membranes, etc. Chaque molécule est efficace sur un type de parasite. Aucun produit n'est actif sur tous les parasites à la fois. Il est recommandé de varier les familles de molécules qu'on utilise pour limiter les résistances et garder des produits efficaces sur le long terme. Pour vérifier que le vermifuge est toujours efficace chez notre cheval, il est possible de faire une deuxième coproscopie 14 jours après lui avoir donné le vermifuge. En comparant les deux résultats, si plus de 90% des œufs ne réapparaissent pas dans le comptage, on considère que le vermifuge est efficace. Sinon, c'est que les parasites deviennent résistants au traitement. Alors, c'est super, on a des produits qui permettent de lutter contre les parasites, et quand ils sont utilisés de manière raisonnée, ils restent efficaces sur le long terme. Mais on peut légitimement s'inquiéter de donner une sorte de poison à son cheval. Comme tous les médicaments, les vermifuges peuvent causer des effets indésirables, en particulier des troubles digestifs légers, comme des diarrhées ou des coliques transitoires, qui sont plus fréquents après la mort massive de larves. Ces effets sont généralement bénins, passagers et bien tolérés. Les effets plus graves, comme des réactions neurologiques ou des réactions allergiques sévères, sont très rares, mais restent possibles. La meilleure façon de limiter ces risques est de vermifuger avec raison, avec les bons produits, sous contrôle vétérinaire et à la dose adaptée. Mais en termes de bénéfice-risque, l'usage de vermifuges vétérinaires est très fortement recommandé. Outre les effets indésirables, est-ce que les vermifuges peuvent causer d'autres problèmes? Oui. Parlons de leur impact sur l'environnement. Certains vermifuges ont des propriétés insecticides et éliminent les insectes coprophages, ceux qui s'alimentent de crottins comme les mouches, les vers, les coléoptères, les bousiers. Les benzimidazole, le pyrantel et le praziquantel n'ont pas cet effet insecticide. En revanche, les lactones macrocycliques, oui. La moxidectine et particulièrement l'ivermectine sont mortels pour les coprophages. Mais en combien de temps les chevaux vont éliminer ces molécules par leurs crottins? Quand on donne un vermifuge à un cheval, la molécule ne disparaît pas tout d'un coup. Elle est éliminée petit à petit, jour après jour. Les scientifiques utilisent un terme pour mesurer ça, la demi-vie. C'est le temps qu'il faut pour que le cheval élimine la moitié du produit. Par exemple, pour l'ivermectine, la demi-vie est d'environ 4 jours. Au bout de 4 jours, il reste la moitié du produit dans l'organisme. Au bout de 8 jours, il en reste un quart, après 12 jours, il en reste un huitième, etc. Il faut en moyenne 5 à 6 demi-vies pour que la molécule soit quasiment totalement éliminée de l'organisme. Pour l'ivermectine, cette élimination prendra entre 20 et 40 jours. Pour la moxidectine, la demi-vie est d'environ 3 semaines. Elle mettra entre 2 mois et demi et 4 mois pour être éliminée. C'est-à-dire que 3 mois après avoir donné le vermifuge à votre cheval, ces crottins contiennent encore un peu de moxidectine. Alors, comment peut-on gérer ces crottins qui contiennent des molécules d'ivermectine? Premièrement, ne pas les laisser sur la pâture. Bon, ramasser les crottins tous les jours dans les parcs pendant 40 jours, ce n'est pas forcément applicable en pratique. Ce qui est recommandé, c'est de ramasser les crottins en tout cas les 3 à 5 premiers jours après avoir vermifugé à l'ivermectine. C'est là que la concentration de la molécule est la plus élevée dans le crottin et dangereuse pour les insectes. Ensuite, il faut laisser les crottins composter bien 2-3 mois dans un fumier humide, chaud, bien aéré et régulièrement retourné. Ainsi, le fumier ne risque pas de contaminer les champs où il sera épandu. Évitez également de sortir en balade pendant 1 semaine après avoir vermifugé. Le cheval risque de contaminer des zones où les crottins ne seront pas immédiatement retirés. Pour la moxidectine, c'est un peu différent. Comme son élimination est beaucoup plus lente, il n'y a pas de pic de toxicité les premiers jours, mais plutôt une toxicité modérée et prolongée. Donc ramasser les crottins les premiers jours après vermifugation n'aura pas vraiment d'impact. En revanche, il est recommandé, comme pour l'ivermectine, de composter ces crottins bien 2-3 mois dans de bonnes conditions. Ces gestes simples permettent de protéger la biodiversité des sols, en particulier les insectes coprophages, essentiels à l'équilibre naturel des pâtures. Pensez également aux chiens. Certaines races sont particulièrement sensibles à l'ivermectine, qui est connue pour être toxique chez eux et parfois même mortelle. La moxidectine peut aussi poser problème, même si elle est souvent mieux tolérée.
Si les chevaux de votre écurie sont vermifugés avec ces molécules, il est très important de prévenir les propriétaires, afin qu'ils éloignent ou gardent en laisse les chiens qui ont tendance à manger les crottins. Les autres vermifuges ne présentent pas de risque particulier pour les chiens. Finalement, si certains de ces vermifuges sont néfastes pour l'environnement et dangereux pour nos chiens, n'existe-t-il pas des solutions alternatives ? Si on se base sur la vie sauvage, les chevaux ne reçoivent pas de vermifuges et ont l'air de bien s'en sortir. Alors j'en ai déjà parlé dans cette vidéo, mais vouloir copier le mode de vie des chevaux sauvages, notamment en matière de soins, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Ils vivent dans des espaces beaucoup plus vastes, avec une charge parasitaire beaucoup plus répartie, et leur taux de mortalité est quand même 4 fois plus élevé. Néanmoins, peut-on trouver des vermifuges plus naturels ? Alors, certaines boutiques vendent des vermifuges naturels, des mélanges de plantes, parfois avec des huiles essentielles. Mais très souvent, il est précisé que c'est un complément qui ne remplace pas les vermifuges chimiques. Entre parenthèses, tout est chimique. C'est un peu idiot de vouloir opposer le naturel au chimique. Attention, c'est de l'oxyde de dihydrogène! Ouais, de l'eau quoi. C'est de l'oxygène, il y a 2 atomes d'hydrogène. Tu sais, H2O. T'en veux? Mais ça veut dire que l'eau est chimique? Donc j'imagine que si je te montre la liste d'ingrédients de mon encas, ça va te faire peur également? Waouh, ça c'est une méga liste. Avec des colorants, des E avec des chiffres bizarres là, tous ces produits cancérigènes. Ça c'est sûr que c'est méga industriel. Hors de question de manger ça. En fait, c'est la composition d'une banane. T'es sûr que t'en veux pas? Ce n'est pas parce que les mots font peur qu'ils sont dangereux. Mais bref, passons. Ce que veulent dire ces revendeurs, c'est que leurs compléments ne remplacent pas les vermifuges prescrits par le vétérinaire. C'est normal, ces compléments n'ont jamais prouvé leur efficacité, du coup les revendeurs font attention à ce qu'ils mettent sur leur site, comme ça on ne peut pas les poursuivre en justice. D'autres utilisent des termes détournés, comme favorise l'hygiène intestinale, qui ne veulent pas dire grand-chose au final. Alors évidemment que les plantes peuvent avoir un effet sur la santé des chevaux, mais encore faut-il les utiliser en bonne quantité et sur la bonne durée. Dans cette étude, il a été montré que les chevaux qui étaient sur une pâture avec près de 90% de chicorée avaient réduit de plus de 85% leur infestation aux petits strongles par rapport au groupe contrôle qui consommait essentiellement des graminées. Bon, chaque groupe était composé de 10 chevaux seulement, donc ces chiffres donnent une indication, mais ne sont pas des pourcentages de référence. Néanmoins, la chicorée semble avoir un impact sur les petits strongles. Mais rendez-vous compte, il a fallu que les chevaux aient une alimentation presque exclusivement composée de chicorée pendant 45 jours pour obtenir ces résultats. Alors, quand certains produits proposent 200 grammes pendant 2 jours, 5 grammes pendant 4 à 6 semaines, 40 grammes pendant 12 jours, ça me fait doucement rigoler. Je rappelle que ces produits sont vendus comme compléments alimentaires, donc ils n'ont pas besoin de prouver leur efficacité. De plus, si on donne certains compléments, comme la poudre d'ail par exemple, à forte dose sur plusieurs semaines, ça peut entraîner de forts problèmes de santé chez le cheval. Et on retrouve alors exactement ce qu'on voulait éviter, des effets indésirables. L'idéal serait de pouvoir isoler la molécule active contre les parasites, de la concentrer, de la mettre dans une seringue et de la donner directement à notre cheval. Oh, attendez. Mais si vous êtes vraiment partisan des produits naturels, alors sachez que l'ivermectine et l'amoxidectine sont des molécules d'origine naturelle, produites par des bactéries présentes dans le sol. Ce sont donc, parmi les vermifuges prescrits par les vétérinaires, ceux qui ont la source la plus naturelle. Pourtant, ce sont les vermifuges les plus toxiques pour l'environnement, non? Et oui, c'est la dose qui fait le poison, et une origine naturelle ne garantit ni son efficacité, ni son innocuité. Je sais que tout ce qui est étiqueté naturel est très à la mode en ce moment, mais ne vous laissez pas aveugler par ce terme. Alors, ce serait génial d'avoir des vermifuges efficaces qui ne créent aucun dégât dans le système digestif des équidés et aucune toxicité dans l'environnement. Malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais rien ne vous empêche de tester des cures à base de plantes pour essayer de réduire le parasitisme chez votre cheval. Mais n'en attendez pas des miracles non plus. Et parlez-en à votre vétérinaire pour l'intégrer dans votre protocole de vermification sans risquer des interactions indésirables. Finalement, quelles sont les bonnes recommandations à suivre? Faire des coproscopies régulièrement sur tous les chevaux de l'écurie en même temps pour surveiller l'état excréteur des équidés. Cela permet de vermifuger uniquement quand c'est nécessaire. Donnez les traitements prescrits par le vétérinaire en suivant scrupuleusement les doses recommandées. Attention à ne pas sous-estimer le poids de votre cheval. Un sous-dosage favorise les résistances. Tous les équidés de l'écurie doivent recevoir le traitement le même jour.
Ramassez les crottins dans les parcs au moins 2 fois par semaine. Cela empêche les œufs de se transformer en larves sur les pâtures et donc réduit naturellement le parasitisme. Pour protéger l'environnement, ramassez également les crottins durant les 3 à 5 jours après avoir donné de l'ivermectine et les compostez correctement. Évitez de changer de pâture après la vermifugation, sinon la seconde pâture sera contaminée principalement par des parasites résistants. Enlevez manuellement le maximum d'œufs de gastérophiles présents sur les équidés. Désinfectez les écuries à litière profonde au moins 1 fois par an avec un désinfectant biocide efficace sur les œufs d'ascarides. Pratiquez le pâturage mixte ou alterné avec des ruminants. La plupart des parasites digestifs sont spécifiques à chaque espèce, donc si vous mettez des vaches sur le pré après les chevaux, cela casse efficacement le cycle des parasites équins. Attention toutefois, en zone humide, cela peut favoriser la présence de parasites partagés, comme la grande douve ou certains trichostrongles. Évitez autant que possible la surpopulation sur les pâtures. Ne pas épandre de fumier non composté sur les parcelles pâturées. Dans la mesure du possible, alternez les parcelles et les laisser au repos. Tenir un carnet de suivi. Notez la date, les résultats de la coproscopie, le produit utilisé et la réaction du cheval au traitement. C'est très utile à long terme. Si vous mettez tout cela en place, vous pourrez lutter efficacement contre le parasitisme sans abuser de traitements vétérinaires lourds et en prenant soin de l'environnement. Alors ne craignez plus les produits chimiques, adoptez de bonnes pratiques et n'oubliez jamais de lâcher la bride à votre réflexion.